la giga tuile, dis donc. Dis donc, Trump, il a failli mourir. Trump. Ouais, Trump. Donald. Ouais. Mais non. Himself. Mais non. Ah, si. Mais c'est pas possible. Ça le met toujours dans cet état-là. Y'a personne pour garder mon chat ce week-end. Ah si, ouais. Il s'appelle Trotsky. Grave. Ah, c'est Oh, top. c'est Ouais. adorable. Ah ouais, mais je veux bien, ouais. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 28 avril et le week-end dernier, samedi 25 avril donc, Donald Trump a une nouvelle fois été visé par une tentative d'assassinat, la 5e en 10 ans pour lui, un record dans l'histoire des États-Unis, alors même qu'on parle d'un pays qui a quand même vu tomber 4 de ses présidents sous les balles, et ça c'est sans compter la vingtaine de tentatives déjouées in extremis. Et pourtant, même là-bas, ça commence à faire beaucoup pour Trump. Et à ce niveau-là, évidemment, difficile de ne pas y voir un signal. Alors on commence avec la plus spectaculaire, juillet 2024, en plein meeting en Pennsylvanie. Donald Trump prend une balle qui lui frôle le visage et lui transperce l'oreille. À quelques centimètres près, c'était la tête. Touchée mais pas coulée. À la place, un spectateur, lui, est touché mortellement. Le tireur est également abattu dans la foulée par le service secret. Trump, lui, se relève, le visage maculé de sang mais indemne, le poing levé. La photo, elle fait le tour du monde en à peine quelques minutes et l'événement fera basculer la campagne présidentielle puisque Trump se donnera tantôt l'image de la victime, tantôt l'image du héros, celui qui échappe à la mort. Après cet événement, Donald Trump changera aussi du tout au tout son rapport à la religion, celui qui ne jurait surtout que par le dieu dollar, se découvre soudain des élans beaucoup plus bibliques avec un certain goût pour la posture du martyr. Évidemment, tout ceci n'est que posture, on s'entend, rien chez Donald Trump ou dans sa politique d'ailleurs ne correspond au bon chrétien, mais c'est un bon argument marketing. Et d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, on l'a longuement détaillé dans le récap du 15 avril dernier. N'hésitez pas à aller y jeter un œil juste après. Alors cette attaque-là, elle a beau être un tournant majeur pour Trump et plus largement la politique américaine, mais ce n'était déjà pas la première tentative d'assassinat qu'il a essuyée. Avant ça, il y a eu juin 2016 à Las Vegas. À ce moment-là, le milliardaire Orange n'est pas encore président, seulement candidat, mais il est déjà dans le viseur d'un jeune Britannique de 19 ans qui tente donc de le tuer en s'emparant de l'arme d'un agent du service secret. Mais finalement, il est mis en échec avant même d'avoir pu réellement passer à l'acte. Il sera finalement condamné à 1 an de prison, puis expulsé au Royaume-Uni. Puis il y a eu ensuite septembre 2024 et l'attentat sur le Green du Golfe. Encore pendant la campagne présidentielle, la seconde cette fois. Un quinquagénaire armé d'un fusil d'assaut se planque dans les buissons bordant le Trump International Golf Club en Floride. Il y passe près de 12 heures, mais pas de bol. Le moment venu, le canon de son arme dépasse du bosquet et il se fait donc repérer encore une fois par le Secret Service. Résultat, il est condamné à la perpétuité et tente de mettre fin à ses jours en se poignardant avec un stylo. Nouvel échec. Alors après ces 3 tentatives et depuis la réélection de Donald Trump, les tentatives d'assassinat se faisaient plutôt rares. Mais depuis le début de l'année 2026, les statistiques repartent à la hausse. En février dernier, un homme d'une vingtaine d'années, armé d'un fusil et d'un bidon d'essence, pénètre la propriété privée de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride. Bon, alors sur ce coup-là, le président risquait pas grand-chose parce qu'il était à Washington. Toujours est-il que le jeune assaillant est resté sur la pelouse parce que lui, il a été abattu par les agents de sécurité. Et nous voilà en avril 2026, 2 mois plus tard donc, le samedi 25 avril, alors que Donald Trump participe à l'un des événements les plus mondains du calendrier politique américain, le dîner annuel des correspondants de la presse. Il a lieu à l'hôtel Hilton de Washington et c'est la première fois d'ailleurs que Donald Trump y participe
participe en tant que président en exercice. Et alors là, entre la poire et le fromage, des coups de feu éclatent. Les convives se précipitent quasi immédiatement sous les tables, comme quoi on peut quand même dire qu'on a de bons réflexes quand on vit dans un pays plus attaché au port d'armes qu'au droit à l'avortement. Mais c'est pas le sujet. Donc, un homme lourdement armé fait irruption au beau milieu de tout ce beau monde et il est assez rapidement maîtrisé, sans être blessé, arrêté avant même d'avoir pu entrer dans la salle où se déroulait le gala. Seul un agent de sécurité a reçu un tir, mais il a été protégé par son gilet pare-balles. Et pendant tout ce temps, évidemment, tout le gratin a été exfiltré en priorité, à savoir les deux Trump et J.D. Vance, le vice-président. America First, faut jamais l'oublier. Bon, vous avouerez quand même que c'est cocasse, parce que cet hôtel-là, le Hilton de Washington, il avait déjà été le théâtre d'une tentative d'assassinat d'un président, en l'occurrence Ronald Reagan, qui avait été blessé par balle juste devant en 1981. On ne sait pas s'ils en ont déjà fait un argument marketing, mais ma main a coupé que ça ne devrait pas tarder. Alors, d'après les premiers éléments de l'enquête, et notamment grâce à un manifeste envoyé aux membres de sa famille juste avant de passer à l'acte, l'assaillant comptait donc s'en prendre évidemment à Donald Trump, mais plus généralement aux responsables de son administration. Il avait même fait un classement par ordre de priorité. On peut saluer quand même un mec organisé. C'est assez rare pour être souligné. Dans cette lettre, Cole Allen, l'assaillant, a écrit « Voici pourquoi j'ai fait tout cela. Je suis citoyen des États-Unis d'Amérique. Les actions de mes représentants ont des répercussions sur moi et je ne suis plus disposé à laisser un pédophile, un violeur et un traître souiller mes mains de ces crimes. » Et figurez-vous qu'il y en a un qui s'est senti visé par cette description. Donald Trump, la big surprise, quoi. Alors, il n'a vraisemblablement pas digéré, d'ailleurs, qu'une journaliste lise ces mots. Le président américain s'est fâché tout rouge, répliquant qu'elle était une personne horrible. « Je ne suis pas un violeur, je n'ai violé personne, je ne suis pas un pédophile », a-t-il poursuivi. Très sûr de lui pour un mec qui apparaît aussi souvent dans les dossiers Epstein. Voilà. Alors la journaliste l'a quand même interrompu dans sa tirade en demandant « Oh, vous pensez qu'il faisait référence à vous ?» Alors pour éteindre l'incendie de com, la Maison-Blanche a immédiatement dégainé sa technique habituelle, se victimiser et verser dans le grand complot idéologique. Cette attaque, elle serait donc le fruit, je cite, du culte de la haine venu de la gauche contre le président et tous ceux qui le soutiennent et qui travaillent pour lui. Voyons. La porte-parole de la Maison-Blanche a même déploré une diabolisation systématique de Donald Trump. Elle ajoute « Ceux qui traitent en permanence et à tort le président de fasciste, de menace pour la démocratie et qui le comparent à Hitler dans des buts politiques alimentent ce type de violence. » Ah là là, mais qui peut bien oser dire ça ? Pas bravo la gauche, c'est vraiment très très méchant, très très vrai, mais très très méchant. La mode en ce moment, c'est quand même de répéter que la violence en politique, c'est vraiment pas bien du tout et que personne ne devrait mourir pour ses idées. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça me fait l'effet d'un discours de Miss France, ce genre de postulat. Mais du président brésilien Lula à Ursula von der Leyen, en passant par le roi Charles III, tout le monde a pris son téléphone pour dire la même chose à Donald Trump. La violence politique n'a pas sa place dans nos démocraties. Même Éric Ciotti s'y est mis et Marine Tondelier. Heureusement qu'on n'est plus en 40, mais c'est pas le sujet. Alors après tout, c'est vrai, la violence ne devrait pas avoir sa place dans la démocratie et seul le peuple devrait se faire entendre. C'est une belle utopie politique, mais on peut se demander pourquoi tous ces dirigeants du monde libre occidental là, ne sont pas les premiers à appliquer ces beaux principes. C'est le moment où je vous rabâche ma citation préférée, celle d'Helder Camara, un évêque brésilien, qui disait « Il y a 3 sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions
et les exploitations, celles qui écrasent et laminent des millions d'hommes et de femmes dans des rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître et la troisième qui la tue. Et au cas où tous ces grands démocrates aient oublié, parce qu'on ne sait jamais, Donald Trump, c'est quand même ça. Eh bien oui, Donald Trump est un homme profondément violent et toute son administration véhicule et reproduit cette violence. C'est ce qu'explique d'ailleurs le politologue franco-américain Romuald Sciorra sur France Info. Je vous propose de l'écouter. Sur Internet, c'est toute une idéologie du virilisme poussé à l'extrême, de la force, qui est donc pratiquée. C'est l'idéologie de cette administration, que ce soit sur la scène internationale, en enlevant illégalement un président, des guerres illégales, en menaçant d'acquérir par la force le territoire d'un autre pays membre de l'OTAN. Bref, une diplomatie de la force, une diplomatie masculiniste, comme on dit. Et à l'intérieur, cette violence était évidemment très présente avec, entre autres, la police ICE, qui est devenue une police politique. La police de l'immigration. Et un président qui, en plus de tout cela, tend à humilier en permanence ses adversaires verbalement, à insulter. Oui, évidemment, tout cela crée un climat de violence encore plus important que d'habitude. Et donc, d'une certaine manière, Trump contribue évidemment à la polarisation, mais aussi à la violence entre les Américains. Pour le chercheur, les États-Unis ont même carrément franchi un nouveau seuil, celui d'un pays où la polarisation politique n'est plus un simple concept, mais un état permanent. Il parle d'un pays où les lignes de fracture ne sont plus seulement politiques, mais culturelles, sociales, médiatiques, presque existentielles. En fait, deux camps s'affrontent et ne se répondent plus vraiment. Ils se perçoivent comme des menaces mutuelles. Dans ce contexte, évidemment, la figure de Donald Trump agit comme un amplificateur permanent, lui aussi. Pour ses partisans, il incarne une résistance face à un système jugé confisqué. Pour ses opposants, il représente une dérive autoritaire nette. Entre les deux, il n'y a plus vraiment de terrain neutre, seulement une zone grise de plus en plus étroite. Cette polarisation, elle ne se limite pas seulement au discours politique, on l'a dit, elle infuse partout, dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les familles, bref, dans tous les espaces qu'on lui laisse. C'est dans ce climat que la violence politique, elle infuse et qu'elle finit par exploser. Et à ce stade, difficile de dire que c'est totalement surprenant, surtout quand on rappelle que Donald Trump lui-même a largement nourri cette dynamique, notamment pour s'imposer politiquement. Il a construit une opposition frontale, il a désigné des ennemis internes et il a entretenu en permanence l'idée d'un pays contre lui. Il a aussi contribué à installer ce climat et aujourd'hui encore, il continue d'alimenter cette logique en pointant presque systématiquement la gauche comme responsable unique de la violence en politique et de tous les autres maux qui touchent les États-Unis et pour lesquels il est souvent responsable par ailleurs. Le paradoxe, c'est que ce récit qu'il a lui-même contribué à installer, il est quand même en train de se retourner contre lui. C'est lui qui se fait tirer dessus à la fin, dans un pays où, évidemment, chaque tension devient instantanément inflammable. Et au fond, cette mécanique, elle dépasse largement les États-Unis. Et on ferait sans doute bien de la regarder de près en France. Parce que vous savez ce qu'on dit, ce qui se passe aux États-Unis finit toujours par traverser l'Atlantique et parfois plus vite qu'on ne le pense. À bon entendeur, salut!
Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et puis vous le savez, sans vous, pas de récap et pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en indé dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent courageusement la bataille de l'info face aux géants. Mais pour continuer, nous avons besoin de vous, notre antenne, notre histoire. C'est vous qui la faites vivre. Alors, abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. C'est très important. Nous sommes en pleine campagne. Toutes les infos sont dispo sur notre site internet. Ce mardi 28 avril, c'est la journée de la santé et de la sécurité au travail. C'est l'occasion de rappeler qu'en France, les accidents du travail coûtent la vie à plus de 700 personnes chaque année. Sur les chantiers, dans les usines, dans les entrepôts, plus de 2 personnes meurent au travail chaque jour en France et ces chiffres sont en constante augmentation depuis plus de 20 ans. Le territoire français se classe d'ailleurs au sommet des pays cumulant le plus d'accidents mortels au travail en Europe. À l'image de la mort récente dans le Gard d'un stagiaire de 15 ans, ces accidents touchent particulièrement les jeunes. Ils sont 5 stagiaires à avoir trouvé la mort sur leur lieu de stage en 2025. Dans une tribune publiée par l'Humanité, des parlementaires de gauche réclament la suspension des stages d'observation pour les mineurs, le temps de définir un cadre strict garantissant pleinement leur sécurité. Mal préparés, peu expérimentés, les jeunes salariés se retrouvent eux aussi souvent en première ligne. Et si ces chiffres sont terribles, ils sont aussi très largement incomplets. La comptabilisation des accidents du travail grave ou mortel en France est largement sous-estimée car l'assurance maladie ne recense pas les morts et les accidents qui concernent les travailleurs notamment ubérisés. Les quelques 600 000 travailleurs de plateforme, souvent jeunes, passent sous les radars. On a tenté le résultat hier soir. Les députés de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public ont finalement approuvé le rapport de leur collègue ciotiste Charles Aloncle. Réunis à huis clos pendant plus de 4 heures, les membres se sont finalement prononcés. 12 voix pour, 10 voix contre, 8 abstentions. Et pendant toute la durée des débats, les 80 propositions du texte ont été contestées, notamment par plusieurs élus de gauche et du bloc central. Les députés dénoncent le contenu du texte et du rapport émaillé de mises en cause personnelles, de manipulation des chiffres et d'insinuations, le tout sur un ton qui sabre ouvertement l'audiovisuel public. Selon les révélations du journal Le Monde, les conclusions du rapport auraient même pu être influencées par le puissant industriel conservateur et d'extrême droite Vincent Bolloré. À la suite du vote, plusieurs élus de gauche ont fustigé le groupe macroniste, dont les élus se sont abstenus pour une grande part de voter. Nous venons d'assister ce soir à une capitulation. À 12 voix contre 10, ce rapport va être publié et il y a des députés du bloc central qui se sont abstenus et cette abstention est incompréhensible au regard de tout ce qui a été dit au cours de ces longues heures de réunion. Malgré l'adoption de la publication, le texte n'a pas de valeur législative, en tout cas à ce stade, mais certaines préconisations pourraient être traduites en propositions de loi qui seraient alors débattues lors de la niche UDR du 25 juin prochain. Merci d'avoir regardé cette édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Pour nous soutenir, c'est important. Abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisable. Nous sommes en pleine campagne. Toutes les infos sont sur notre site internet. Et vous pouvez aussi, ça ne coûte rien, parler de nous autour de vous, nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Ça nous aide beaucoup. Pour retrouver nos programmes, rendez-vous sur Free, canal 165, sur Orange, canal 235, sur Molotov, sur notre site internet, ainsi que sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Merci, très bonne soirée sur Le Média.